Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 15 septembre. La généralisation de la limitation de vitesse à 30 km/h dans la ville de Lyon, c'est pour le printemps 2022, c'est ce qu'a précisé hier Grégory Doucet. À partir d'aujourd'hui, les personnels des établissements de santé et des EHPAD doivent justifier d'au moins une dose de vaccin. Une enquête ouverte par le parquet de Lyon contre Daniel Valero, le maire de Genasse, soupçonné de conflit d'intérêts. Explication dans cette édition. Le magazine L'Étudiant dévoile chaque année le classement des villes où il fait bon étudier en France. Comme l'année dernière, la capitale des Gaules arrive en deuxième position. Et puis à découvrir également dans ce quart d'heure lyonnais, le dictionnaire historique du patrimoine, signé Patrice Béguin et Michel Knobuller, que nous écouterons dans cette édition. Cirque, danse, théâtre, humour, musique, les invites reviennent à Villeurbanne avec 80 représentations gratuites des artistes du monde entier pendant 4 jours. Un festival 100% gratuit, décalé et convivial pour tous les goûts et tous les âges, organisé par la ville de Villeurbanne et les ateliers Frappas du 15 au 18 septembre. Programme sur invite.villeurbanne.fr. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La généralisation de la limitation de vitesse à 30 km/h dans la ville de Lyon, c'est pour le printemps 2022. Cette décision vise à apaiser la ville et notamment réduire l'accidentologie, a expliqué le maire de Lyon. Dans les grandes capitales européennes, à Bruxelles, en Espagne ou aux Pays-Bas, qui sont passés déjà à la ville 30, on a constaté, affirme Grégory Doucet, 40% d'accidents de la route en moins en ville. Cette mesure a également l'objectif de réduire le bruit lié à la circulation. Dans 6 mois, la règle sera donc de rouler à 30 km/h partout à Lyon, sauf sur certains grands axes qui resteront à 50. À partir de ce mercredi, les personnels des établissements de santé et des EHPAD doivent justifier d'au moins une dose de vaccin, sinon ils sont suspendus sans indemnité. Les réfractaires restent ultra minoritaires. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier contre l'obligation vaccinale qui s'applique à partir d'aujourd'hui au personnel des hôpitaux et maisons de retraite. Ils étaient 200 hier devant l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon et près de 80 personnes se sont rassemblées également devant la préfecture de Bourg-en-Bresse. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon contre Daniel Valero, le maire de Genasse, soupçonné de conflit d'intérêts. La ville a vendu en 2018 une propriété à un promoteur immobilier qu'il a cédé quelques mois plus tard au fils du maire pour un montant légèrement supérieur. Un terrain de 834 mètres carrés comprenant une maison qui approche des 300 mètres carrés avec des dépendances. Romain Valero, le fils du maire, l'a finalement acquise pour une somme de 255 000 €. Un prix de vente jugé relativement bas alors que les prix de l'immobilier s'envolent depuis quelques années dans ce secteur de l'Est lyonnais. Des Genassiens considèrent cette double vente comme un possible conflit d'intérêts camouflé à l'aide d'un paravent. Ils ont donc décidé de faire remonter l'information cet été au parquet de Lyon. Ce dernier a récemment décidé d'ouvrir une enquête sur Daniel Valero pour conflit d'intérêts. C'est en tout cas ce qu'affirme Mediacité. Daniel Valero rappelle, lui, que la vente au promoteur s'est effectuée à la suite d'un appel d'offres. Il estime que la revente ensuite à son fils est une transaction entre personnes privées. Le magazine L'Étudiant dévoile chaque année le classement des villes où il fait bon étudier en France. En 2021, la capitale des Gaules conserve la place qu'elle occupait dans le précédent palmarès. Lyon reste à la 2e place des meilleures villes étudiantes sur les 43 prises en compte dans le classement. Avec un total de 116 points, Lyon arrive 1 point derrière Toulouse, leader du classement, et ex-aequo avec Rennes. Strasbourg et Montpellier sont respectivement 4e et 5e. Paris ne décroche que la 9e place. Lyon excelle sur le volet emploi et vie étudiante, où elle se classe première dans les 2 catégories. En revanche, la ville est pénalisée par une 36e place dans la catégorie cadre de vie, avec un climat pas très envié et le prix des logements qui s'envole. Alain de Krasny, président de Chemwan, a annoncé son intention de céder l'entreprise au fonds d'investissement géré par les filiales d'Apollo Global Management, avec lesquelles il est entré en négociation exclusive. Ce projet de cession devrait être finalisé d'ici la fin de l'année. Le montant de la transaction n'est pas précisé. Chemwan, dont le siège social est basé à Lyon, dispose d'unités industrielles installées à Saint-Fond et Ballan. Elle est aussi implantée dans le sud de la France et en Espagne. 1400 personnes au total sont salariées. L'industriel de la chimie, Alain de Krasny, avait repris Chemwan fin 2013
2013, associé au fonds d'investissement Open Gate Capital. Le producteur de PVC, de soude et de dérivés chlorés pour l'industrie chimique était alors au bord de la faillite. Depuis, Alain de Grasny a réussi à redresser l'entreprise. Un programme d'investissement estimé à 500 millions d'euros avait été lancé. En 2020, Chemoine a réalisé un chiffre d'affaires de 800 millions et un résultat net de près de 7 millions d'euros dans un contexte où son principal débouché, le bâtiment, était affecté par la crise économique et sanitaire. Alain de Grasny se veut rassurant. Il estime que l'entreprise a tous les atouts désormais pour poursuivre sa croissance sous la houlette des fonds Apollo. Lyon demain, média agitateur d'idées. Patrice Béguin et Michel Knobuller, ces deux noms vous sont familiers si vous vous intéressez à la culture et plus particulièrement au patrimoine. Deux noms quasiment indissociables. Béguin a été directeur des affaires culturelles en Rhône-Alpes. Knobuller était plus particulièrement impliqué dans l'organisation des fameuses Journées du patrimoine. Patrice Béguin avait ensuite été adjoint à la culture de Gérard Collomb lors de son premier mandat. Les deux noms sont à nouveau réunis pour co-signer un livre, ou plutôt un dictionnaire historique du patrimoine. 1024 pages, une synthèse inédite sur l'histoire du développement du sentiment et de la conscience du patrimoine. On regroupe sous l'étiquette patrimoine tous les biens culturels hérités du passé. Michel Knobuller. Le patrimoine recouvre tous les patrimoines et nous avons des notices qui renvoient bien entendu aux monuments historiques, qui renvoient aux musées, qui renvoient aux archives, qui renvoient aux bibliothèques. Tout cela, ça fait partie du patrimoine, mais nous avons des notices qui renvoient au patrimoine funéraire, au patrimoine ethnologique, au patrimoine ferroviaire, au patrimoine maritime et fluvial, au patrimoine alimentaire, au patrimoine culturel immatériel, comme on dit à l'UNESCO, etc. Donc le patrimoine, dans la maison du patrimoine, il y a beaucoup de pièces, et donc le dictionnaire essaye de rendre compte à la fois de l'ensemble de la maison, mais aussi de chacune de ces pièces. Ce dictionnaire historique du patrimoine comporte quelques 250 notices, une centaine de personnalités, une quarantaine de sites ou de monuments et 80 thématiques ou institutions, avec de nombreuses références bibliographiques. Patrice Béguin. Il y a trois types de notices. Des notices sur des personnalités qui ont marqué l'histoire du patrimoine. Ça commence dès la fin de l'Antiquité et puis ça va jusqu'à aujourd'hui à travers des ethnologues comme Daniel Fabre, à travers des ministres comme Malraux ou de grands historiens de l'art et de l'architecture comme André Chastel. Il y a un ensemble de notices aussi qui concernent des monuments qui nous ont paru emblématiques d'une problématique du patrimoine, Notre-Dame de Paris bien sûr, mais aussi par exemple la cathédrale de Strasbourg avec tous les problèmes qu'elle a cristallisés en termes de rivalité politique entre l'Allemagne et la France, et puis tout un ensemble de notices qui concernent des institutions, des moments importants dans l'histoire du développement de la notion de patrimoine. Il y a bien sûr une notice aussi assez longue sur la notion même de patrimoine qui apparaît dès le VIe siècle dans l'Europe, dans la vieille Europe, comme on dit. Dans ce débat autour du patrimoine, vous regrettez que le débat politique ne soit pas vraiment impliqué, que le patrimoine ne soit pas dans le débat politique d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, le patrimoine a été une question très, très politique. Il l'est pour les papes de la Renaissance, qui ont à gérer l'héritage de la Rome antique et qui vont y trouver une manière d'affirmer leur propre souveraineté sur l'Europe et sur le monde. Nous sommes les héritiers des empereurs. Il l'est pendant la Révolution française. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces monuments, de toutes ces œuvres d'art qui étaient les propriétés des rois, les propriétés de l'Église, la propriété des aristocrates? Il l'est au XIXe siècle, quand on voit Louis-Philippe en France créer avec François Guizot et Prosper Mérimée la première administration des monuments historiques. Il l'est au début du XXe siècle, dans les grands débats qui entourent la loi de séparation des églises et de l'État. Qu'est-ce qu'on va faire de ce patrimoine religieux? Le patrimoine a toujours été une question politique. Il l'est aussi au XIXe siècle très fortement parce qu'il est un moyen d'affirmer une identité nationale. On le voit bien aujourd'hui. La demande en restitution de leurs biens culturels spoliés à l'époque de la colonisation par les pays africains, c'est une demande
culturelle, mais c'est aussi une demande politique très forte. Donc jusqu'à aujourd'hui, le patrimoine est un problème politique. On peut simplement regretter que les hommes politiques, à quelques exceptions près, comme lorsque Notre-Dame de Paris flambe, ne soient pas plus attentifs à ces questions qui pourtant intéressent aujourd'hui les gens, la société civile. Aujourd'hui, on constate une prise en charge depuis plusieurs décennies par les associations des problématiques du patrimoine. On a le sentiment parfois que le monde politique, les élus, y compris les élus locaux, ne sont pas toujours au diapason de cette attention et de cette attente. Est-ce que le patrimoine doit être figé ? Non, le patrimoine n'est pas figé. Nous avons consacré dans notre dictionnaire, une notice à la réutilisation. Il y a bien des bâtiments qui n'ont plus d'usage aujourd'hui, des églises parfois, mais aussi des bâtiments industriels, des anciennes gares, des anciens hôpitaux, des anciennes casernes, et le patrimoine retrouve un usage social, et il faut concilier à ce moment-là deux éléments, l'usage nouveau et en même temps le respect de l'identité architecturale et j'ai envie de dire aussi de l'identité morale du lieu. Je vous donne un exemple lyonnais. L'Hôtel-Dieu, la restauration de l'Hôtel-Dieu, c'est une grande réussite architecturale qui est due à la qualité de l'architecte en chef des monuments historiques qui a mené les travaux. Mais on peut contester l'usage qui a été fait de cet hôpital qui était, comme l'a dit un ancien archevêque de Lyon, la maison des pauvres et qui est devenue la maison du luxe. Le patrimoine est-il malmené aujourd'hui malgré le fait qu'on finalement on s'en occupe beaucoup là actuellement on a des journées du patrimoine qui se profilent, on attend des millions de personnes dans les rues. Est-ce que le patrimoine aujourd'hui est considéré dans nos villes ? Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes parce que il y a toujours cette persistance depuis notamment le 19e siècle de l'idée que pour aménager la ville moderne, la rendre adaptée aux usages notamment de la voiture, il faut la modifier, il faut la martyriser. Il y a aussi parfois une incompétence, une incompréhension. Il y a des débats actuellement sur deux sites importants en France. Le site de l'ancien institut agronomique à Grignon, et puis le problème de l'avenir de la cité-jardin de Châtenay-Malabry. On voit dans ces deux cas l'État pour Grignon et la ville de Châtenay-Malabry, dans le cas de la Butte Rouge, être dans l'incapacité de dessiner un vrai projet de réhabilitation et de réutilisation. Et ce sont les associations, la société civile, qui portent le débat et qui lui donnent une dimension médiatique. Donc aujourd'hui, plus que jamais, même s'il existe une législation, une réglementation, et nous pouvons nous en réjouir, même s'il existe une administration du patrimoine, une conscience du patrimoine dans une grande partie de la société, il faut en permanence que les gens, et c'est aux gens de tous les jours que ce dictionnaire est aussi destiné, il faut que les gens s'emparent de la question, et ils le font quand cela les concerne immédiatement. Voilà le dictionnaire historique du patrimoine aux éditions Fage, signé Patrice Béguin et Michel Knobuller. Il avait 88 ans, Ugo Iannucci s'est éteint, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, ardent défenseur des droits de l'homme. Ugo Iannucci avait notamment défendu les parties civiles lors du procès Barbie. Né en 1933 à Gerland, il était fils d'immigrés italiens ayant fui le fascisme. Ugo Iannucci avait grandi dans un bidonville. Il a participé à la création de la première maison des avocats en France, dans le quartier du Vieux-Lyon. Il a instauré des consultations gratuites pour les plus démunis dans les domaines comme le droit du travail ou le droit au logement. En 1973, l'avocat avait déposé la première plainte en France, fondée sur la notion de crime contre l'humanité. Elle concernait le milicien Paul Touvier. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, lui a rendu un hommage appuyé hier. Sa vie aura été marquée par une exigence de justice ainsi que par des engagements d'une humanité exemplaire. Fin de citation. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.